Hello Janek, Salut Tendresse, comment tu vas? ça va très bien et toi? Ça va bien. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bien sûr, donc je suis Janek, j'ai 34 ans, je suis RH de formation et je suis aussi l'heureuse cofondatrice de la marque Lizzy, qui est une marque d'épilation clean, lancée officiellement sur le marché il y a tout juste 4 ans. Ok, super. Est-ce que tu peux nous dire un peu ton parcours et concrètement ce que tu fais aussi aujourd'hui clairement avec Lizzy? Ouais, bien sûr. Alors moi, j'ai un parcours assez classique. J'ai fait des études supérieures dans les ressources humaines et je travaille d'ailleurs aujourd'hui toujours dans ce secteur. Et en parallèle de ça, du coup, je suis entrepreneur dans la cosmétique. Ok, super. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on peut revenir juste un petit peu sur comment tu es rentrée dans le milieu du business? Parce que je sais que c'est un parcours, ça fait longtemps, tu es dessus. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu globalement ce que tu as fait auparavant? D'où vient ta fibre entrepreneuriale? Alors, d'où me vient ma fibre entrepreneuriale? Je ne sais pas si je peux dire que c'est inné, parce que plus jeune, je ne voulais pas forcément être entrepreneur. D'accord. Comme je t'ai dit, voilà, j'ai fait des études classiques dans le domaine des ressources humaines. Donc moi, j'avais vraiment comme aspiration, en fait, de devenir directrice des ressources humaines, vraiment d'avoir une carrière professionnelle dans le domaine des RH. D'accord. Mais en parallèle de ça, j'ai toujours aimé entreprendre, tu vois. Ok. J'ai toujours été quelqu'un de créative, etc. Donc je pense qu'effectivement, ça fait partie de ma personne. Mais ça fait aussi peut-être partie de mon environnement, parce que moi, je suis aussi issue d'une famille d'entrepreneurs. J'ai mes frères et sœurs aujourd'hui qui entreprennent, et j'ai ma mère qui entreprend depuis très très longtemps et qui est aussi entrepreneur aujourd'hui. J'ai mon mari aussi qui entreprend, donc en fait, voilà, on se pousse tous un petit peu pas mal, voilà, dans ce domaine-là. Ouais. Donc j'ai toujours plus ou moins nourri cette envie sans forcément poser vraiment une étiquette dessus. D'accord. Ah, okay. Donc j'ai testé pas mal de choses. J'avais commencé par vendre des cosmétiques en marque blanche, D'accord. Que je me procurais des États-Unis. Alors petite chose, juste pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi cosmétique en marque blanche? Bien sûr. Alors en fait, les cosmétiques en marque blanche, c'est des produits en fait qui sont déjà formulés et prêts à être lancés sur le marché par les laboratoires. D'accord. Et en fait, on a juste à poser plus ou moins en fait notre nom de marque et commencer en fait à les commercialiser sur le marché. D'accord, super, très bien. Donc voilà, j'avais commencé par ça. Donc je me suis lancée très vite sur les réseaux sociaux, au moment où Instagram était plus ou moins un petit peu en phase de tâtonnage, si je peux dire ça comme ça, parce que c'était dans les années 2015. Ça fonctionnait très très bien, mais ensuite voilà, j'ai eu un petit peu de mal à travailler avec mes fournisseurs, parce qu'il y a pas mal de réglementations au niveau de la cosmétique issue des États-Unis. Il y a aussi pas mal de frais au niveau de tout ce qui est frais de douane, etc. Donc voilà, j'ai pas poursuivi dans ce domaine, mais j'avais toujours en fait dans un coin de ma tête cette idée de me lancer dans les cosmétiques, cette fois-ci en formulation, et surtout du Made in France. Donc voilà, j'ai testé quand même pas mal de choses. Ensuite, je me suis aussi lancée un petit peu dans la mode, où j'avais créé entre guillemets une collection capsule de vêtements. Parce que comme je te disais, ma mère elle est entrepreneur, et elle est entrepreneur justement dans tout ce qui est couture, retouche. Donc voilà, pour cette fois-ci, j'avais décidé plus de travailler en collaboration avec elle. Et finalement, je suis revenue à mes premiers amours, donc la cosmétique. Et j'ai lancé du coup la marque Lizzy, il y a tout juste 4 ans. Ok, je voulais que tu nous expliques un peu le différent parcours, parce que je sais que ça a participé. En fait, toutes ces expériences-là t'ont permis de mettre de l'argent de côté pour justement financer après le projet Lizzy. Exactement. C'est pour ça que, parce que après, effectivement, on peut rechercher des financements, mais toi, tu as fait le choix de financer toi-même ton projet. Exactement. Et donc, c'est important. Nous, on est vraiment sur du financement personnel. Donc, l'apport à partir de nos économies. Donc, en fait, voilà, toutes ces activités que j'ai lancées en parallèle du coup de mon activité salariée, m'a permis quand même d'avoir pas mal d'économies, parce que je savais, justement, le choix de la marque blanche, c'était pas au hasard, c'était déjà parce que ça demandait en fait un financement qui était, un investissement qui était très faible au départ, là où quand on part vraiment sur de la formulation, il faut prévoir un certain budget. C'est un budget vraiment de créer en fait ses propres formules en collaboration avec un laboratoire, excuse-moi. Donc oui, c'était très réfléchi en fait, plus ou moins cette stratégie. D'accord. Et l'objectif évidemment, c'était d'arriver sur la création de ma propre marque. D'accord, super. Et est-ce que dans ce cas-là, tu peux nous parler un petit peu d'où t'es venue l'idée de Lizzy en fait? Alors l'idée de Lizzy, ça vient de mon histoire personnelle, on va dire plus ou moins.
Alors déjà, effectivement, j'avais cette passion pour la cosmétique, tout ce qui était de base skincare, haircare, c'est vraiment quelque chose que j'affectionnais particulièrement et j'affectionne encore aujourd'hui. Maintenant, Lizzie, effectivement, c'est un projet qui est un petit peu plus particulier parce qu'on est sur de la cosmétique spécifique, on est sur le marché de l'épilation. C'est un marché où il y a très peu de nouveaux entrants. Je pense que c'est très rare que tu entends quelqu'un qui va te dire « Bon, Tendresse, je vais me lancer sur le marché de l'épilation. » Je pense que j'étais la seule. Ouais, c'est vrai. Et en fait, ça vient comme je disais, de mon histoire personnelle parce qu'en fait, moi, suite en fait, à des dérèglements en fait, hormonaux, j'ai commencé à avoir pas mal de petits problèmes de pilosité et c'est à ce moment-là que je me suis questionnée un petit peu sur ce qui existait sur le marché parce que je me dis, finalement, on a les gros industriels qui régissent plus ou moins ce marché. Ils nous proposent des choses avec des compositions cracra qui s'adaptent pas forcément en fait, aussi à toutes les peaux, enfin, surtout quand on a une peau très sensible. Moi, j'ai une peau qui est très sensible. L'épilation, il ne faut pas oublier en fait, que c'est considéré comme une micro-agression de la peau. Et du coup, moi, je faisais toujours, tu sais, des réactions, j'avais des irritations, des démangeaisons. Et je me suis dit, à l'ère de la cosmétique clean, donc quand j'ai commencé un petit peu à travailler sur le projet, c'était en 2018, j'ai dit, mais c'est dommage que personne, en fait, s'intéresse au marché de l'épilation. Et en fait, personne s'intéresse au marché de l'épilation. Alors déjà, parce qu'en fait, les clients ne sont pas forcément demandeurs d'autre chose. En fait, ils acceptent tout simplement ce que les gros industriels acceptent en fait, de leur livret. Et je me suis dit non. J'ai commencé à en discuter autour de moi. Déjà, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient concernées justement par cet hirsutisme, donc cette pilosité sur des zones normalement imberbes chez la femme. Des millions de femmes rien qu'en France. Donc voilà, on se dit ok. Donc il y a pas mal de personnes aujourd'hui qui vont s'épiler 2 à 3 fois par semaine, micro-agression de la peau, qui ont des irritations, des démangeaisons, et qui cherchent en fait, justement en fait, des produits avec une meilleure composition, une meilleure tolérance cutanée. Et surtout en fait une gamme complète parce qu'en fait l'épilation c'est censé faire partie d'une routine. On doit préparer la peau justement avant de s'épiler et ensuite on doit faire en sorte de lui apporter les soins nécessaires pour l'apaiser par la suite. Donc moi, je suis vraiment partie en fait dans cette démarche-là, de me dire, je ne vais pas proposer juste une cire, juste une crème. Non, moi, je proposais vraiment une gamme complète. D'accord, ok, super. Donc ça veut dire qu'il y a l'idée par rapport à ta problématique, que tu as vécu, la problématique personnelle, pardon. Et ensuite, après, une fois que tu as l'idée, tu commences à travailler sur le business plan. Tout à fait. Et qu'est-ce qui se passe aussi en parallèle ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les différentes étapes ? Exactement. En fait, quand j'ai l'idée, je me dis, je vais commencer à travailler sur le business plan, je vais essayer de conceptualiser l'idée, déjà dans un premier temps. Je me dis, je vais chercher des labos, etc. Ça va être plus ou moins facile à trouver. Première heure, ça a été quand même assez compliqué parce que, comme je te disais, c'est un marché où il y a très peu de nouveaux entrants. C'est un marché qui est régi par des industriels. Il y a très peu de laboratoires aujourd'hui qui savent formuler des produits d'épilation. Donc il y a pas mal de spécificités sur ce marché. Quand j'ai commencé à contacter 1-2 labos, on m'a sorti en fait des prix qui étaient énormes. Ah ouais. Mais ça n'a pas été un frein pour moi, mais de toute façon ça on en rediscutera juste après. Donc voilà, déjà conceptualiser, trouver un laboratoire, réfléchir justement sur les produits que je souhaitais lancer, me faire accompagner parce que c'est hyper important. C'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas forcément de personnes qui pouvaient nous accompagner sur tout cet aspect-là, mais j'ai essayé entre certains organismes, etc., de trouver des personnes qui pouvaient m'aider. Et ensuite, on se lance dans le grand bain. Ok, super, très bien. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les erreurs que tu as commises dans le parcours et les conseils que tu donnerais justement à Alors, les erreurs que j'ai commises, pour revenir un petit peu sur ce que je te disais, on m'a tout de suite sorti des gros montants, tu sais, pour sortir mon premier produit. Ça, je pense que ça a été une erreur de suivre, tu vois. C'est une erreur aujourd'hui, c'est une erreur, mais en même temps, une réussite, entre guillemets, parce que sinon, si j'avais tout simplement dit non au laboratoire, Lizzie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, tu vois. Mais quand je dis c'est une erreur, c'est dans le sens où aujourd'hui, moi, je déconseillerais de commencer tout de suite avec un gros stock. Moi, j'ai commencé avec un monoproduit, 7500 unités, parce que j'avais pas le choix, tu vois. C'est des labos qui arrivent, qui te disent, voilà, nous, on a des MOQ, donc des minimums de commandes de 7000 unités pièces, parce qu'on travaille avec des gros industriels. D'accord. Si vous voulez pas suivre,
Ne suivez pas madame. Ah ouais. Madame Jeannette Cissé, elle était tuée. Donc, elle a dit quoi? Elle a préparé les sous et elle a suivi. Donc, effectivement, c'est compliqué d'arriver avec un monoproduit où on a investi énormément. Aujourd'hui, moi, je conseillerais de commencer avec un plus faible stock. Si éventuellement, on veut commencer avec du gros stock, au moins de diversifier les produits et de ne pas commencer qu'avec un seul monoproduit. D'accord. Après, c'est aussi ce qui m'a permis... Pourquoi c'est problématique? Excuse-moi de te couper, le monoproduit. Pourquoi? Parce que sur le marché, les gens, ils n'ont pas envie. En fait, le truc, c'est que le monoproduit, à moins que tu vendes un produit à 70 €, c'est compliqué. Oui, parce que du coup, moi, je commence exactement sur un monoproduit que je commercialise à une dizaine d'euros. Ouais. Donc, en termes de rentabilité, c'est pas intéressant. Il faut faire du gros volume. Exactement. Surtout quand tu payes des coûts d'acquisition, tu payes 10, 15 € par client, tu veux qu'il dépense beaucoup sur ta boutique. Ça, c'est clair. Tu veux pas qu'il dépense que 10 €. Okay, tu vois, donc, si tu veux commencer avec du stock, parce que tu as les moyens financiers, parce que tu as le budget marketing qui va suivre derrière, diversifie et commence du coup avec une gamme un petit peu plus large. D'accord, pour augmenter donc le panier moyen, pour que les gens comprennent bien, ceux qui regardent la vidéo. Tout à fait. Donc moi, je pense que c'est une erreur que j'ai faite. Après, on avait les reins solides derrière, donc on a pu réussir à vendre nos produits, à vendre notre stock. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un produit que j'ai arrêté de produire. D'accord. Tu vois, justement, par rapport à cette question de rentabilité. Donc, le second produit que j'ai sorti, ça a été une variante de ce premier produit. En termes de coût de revient, on avait 1 € plus ou moins, tu sais, d'écart. Mais en termes de prix de vente, c'était un produit que je vendais une trentaine d'euros plus cher. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Beaucoup plus intéressant en termes de retour sur investissement. Exactement. Donc ça, c'est une erreur, je pense, avoir commise. De deux, en termes d'erreur, je dirais de ne peut-être pas avoir testé suffisamment le marché. Je pense que c'est important de tester son idée. Moi, je suis arrivée et je me suis dit, bon, ça marche pour les autres, ça va marcher pour moi. Mais en fait, il faut aussi que le marché soit demandeur. C'est hyper important quand on crée un produit, de le créer pour les autres. Ok, nous, super, on a créé le produit, mais on ne sera pas le seul client de sa boutique en ligne. Donc, c'est hyper important pour moi de tester, du coup, à plus de petite échelle, son produit avant vraiment de se dire, bon, ben, je me lance et je le développe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a pas mal de personnes, en fait, qui arrêtent leur activité parce que finalement, ils se rendent compte que c'est pas forcément viable et qu'il n'y a pas forcément de demande sur ce marché. D'accord, ok. Mais dans ce cas-là, ils font l'étude de marché et puis dans l'étude de marché, les gens valident dans les questionnaires, etc. Ensuite, ils produisent chez le laboratoire. Mais s'ils demandent des minimums de quantité, comment ça se passe dans ce cas-là ? Ou pas, c'est... ça dépend. Aujourd'hui, on a des laboratoires, en fait, qui ont des minimums de commandes qui sont extrêmement faibles. Aujourd'hui, on a des laboratoires qui fabriquent à façon, qui peuvent te produire 50 unités par référence. Ok, d'accord. Tu vois. Okay. Et c'est aujourd'hui la chance qu'ont aujourd'hui les entrepreneurs qui se lancent. Là où nous, il y a 5 ans, c'était beaucoup plus compliqué. Ok, super. Donc, ça veut dire que du coup, ils produisent avec le laboratoire, par exemple, et ils font tester. Donc, parce que le laboratoire, il va accepter d'avoir un seul produit test ? Non, il va lui demander d'avoir donc les 50 produits qu'il fait donc tester sur son marché et il voit ce que ça donne avant, du coup, de rentrer dans le ring. Okay. Exactement. Ok, je comprends. Ok, super. Il y a aussi autre chose dont tu avais parlé, mais là, tu n'en as pas parlé. C'est le fait que, du coup, il y a eu le souci avec le Covid. Et ça fait partie aussi de tes erreurs. Est-ce que tu peux approfondir tout ça ? Ouais, effectivement, il y a le souci avec le Covid. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'avais pris un congé de disponibilité, donc au niveau de mon activité salariée. J'avais pas forcément anticipé les délais de formulation, parce que je me suis dit, bon, c'est un laboratoire qui est expert, donc du coup, en fait, ils vont pouvoir me sortir une formule en quelques mois. Non. Il faut prendre en compte justement ces délais de formulation, ces délais au niveau des tests réglementaires, etc. Ça demande quand même pas mal de temps. Mais sinon, voilà, c'est des aspects qu'il faut prendre en compte. Moi, je me suis retrouvée ensuite avec le Covid et le laboratoire en fait, qui avait fermé ses portes. Donc, quand le laboratoire ferme ses portes, là aussi, on se dit, le chiffre 1, c'est peut-être pas forcément un bon chiffre. Parce que du coup, moi, je dépendais à l'époque d'un seul laboratoire où je faisais tout. C'est-à-dire qu'on avait la formulation, la production, le packaging. C'est eux qui avaient du coup les partenariats avec les différents fournisseurs, etc. Et donc, du coup, je n'ai pas pu lancer ma marque pendant près d'1 an.
alors que la formule était prête. Ok. Bon, il y a déjà le fait que du coup, donc créer un produit cosmétique, ça prend du temps parce que c'est vrai que les gens ils se disent en 6 mois c'est réglé, ma boîte elle est sur le marché. Non, absolument pas. Alors que déjà de base c'est très long, puisqu'il y a la phase de test, etc. Toi, tu dirais ça, c'est combien de temps à peu près en fait finalement hors Covid, parce que. Hors Covid, pour sortir le produit de l'idée jusqu'au lancement. Ça va dépendre en fait des allers-retours, surtout au niveau de la phase de formulation cosmétique. D'accord. Si on est sur un laboratoire expert qui a déjà une base, on peut être sur 6 mois en termes de formulation et plus ou moins 6 mois en termes de test. Donc je dirais 1 an de A à Z. Mais parfois quand on a pas mal d'allers-retours, moi j'ai un produit qui a plus de 3 ans là de formulation, tu vois, parce qu'on n'a pas encore trouvé vraiment la formule parfaite. D'accord, ok. Donc, il faut aussi s'y préparer à ça. Ok, je comprends, très bien. Donc du coup, autant quand on a une idée, autant le lancer, enfin du moins commencer à travailler dessus assez rapidement pour éviter d'arriver peut-être aussi un peu trop tard sur le marché, quoi. Donc exactement. Parce que ça prend du temps. C'est tout à fait ça, ouais. Donc vraiment pas perdre de temps. Dès qu'on a l'idée de conceptualiser, de se faire accompagner, c'est hyper important, que ce soit sur la partie business plan, sur la partie formulation, sur la partie ensuite évidemment marketing, réseaux sociaux, etc., stratégie de vente. Faut vraiment pas perdre de temps parce que en plus le marché il évolue. En France, on est quand même sur un marché qui est mature, assez sophistiqué. Bon, il n'est pas saturé parce qu'il y a encore énormément de choses à faire. Il y a des parts de marché à prendre. Mais on est sur un marché qui se développe quand même très très vite et il faut pouvoir prendre le train en route, quoi. Et d'ailleurs, quand tu as lancé le produit, est-ce que le marché il était mature à ce moment-là ? Alors, il n'était pas extrêmement mature sur la partie, comme je disais, cosmétique clean. Mais c'est vrai que moi, je n'ai pas la même, la même rapidité d'exécution que les gros industriels. C'est-à-dire que moi, quand je commence à travailler sur le marché, il n'y a quasi rien en épilation clean. Donc, au moment où je sors la marque, si, là, les gros industriels, en l'espace de 6 mois, ils avaient déjà aussi commencé à sortir, des gammes un peu plus clean, un petit peu plus naturelles, etc. Et là, on se dit, OK, moi, j'avais un élément de différenciation important sur le marché. Là, il faut peut-être revoir quand même quelques aspects stratégiques et marketing. D'accord. Donc il faut sans cesse s'adapter. Il faut jamais croire en fait que le marché il est acquis. Non, il faut toujours s'ajuster, s'adapter, c'est hyper important. D'accord, ok, très bien. Est-ce que tu vois d'autres erreurs aussi que les entrepreneurs font dans les cosmétiques ? Les erreurs que les entrepreneurs font, de ne pas être assez préparés. Moi j'ai l'impression aussi parfois qu'on a des entrepreneurs, encore une fois, qui lancent leur marque pour eux-mêmes. Qui prennent vraiment pas attention à cette dimension marché, cette dimension acquisition, qui n'ont pas de budget. C'est-à-dire qu'ils mettent tout leur budget en fait dans la phase de formulation et de production de produits et qui commencent ensuite à zéro. Alors tu peux commencer à zéro. Alors soit tu as une très forte communauté qui est derrière toi. Si je prends le cas, par exemple, d'une influenceuse qui va lancer sa marque, etc. Soit tu es prêt à retrousser tes manches et aller taper à la porte, des B2B, des professionnels, etc. Parce que tu sais vraiment qu'il y a une preuve de marché et que ton produit va se vendre. Mais en parlant de ça, il faudra évidemment communiquer parce que c'est toi qui vas drainer aussi les consommateurs pour pouvoir acheter tes produits. Ou soit tu es un extrêmement bon communicant et que tu vas te déchirer en organique sur Instagram, sur TikTok, etc. Quoi. D'accord, ok, je comprends. Mais moi, je pense que c'est la principale erreur. Et je dirais que les gens, peut-être, ne persévèrent pas assez. C'est se dire, je lance le projet, ça marche pas, j'arrête. Mais c'est quoi qui marche pas ? Est-ce que tu as testé pas mal de choses, différents canaux, différentes stratégies, différents prix. Il y a pas mal de choses en fait qu'il faut tester. C'est-à-dire qu'en fait, moi, entre il y a 4 ans et aujourd'hui, Lizzie n'est plus du tout la même marque. On a des produits avec lesquels on avait commencé qu'on a arrêté. On a fait évoluer à plusieurs reprises notre identité visuelle. On a fait évoluer à plusieurs reprises notre site internet. On a testé pas mal de produits, pas mal de prix. On a fait des combinaisons de packs extrêmement différents. On a testé pas mal d'acquisitions différentes. Donc, avant de trouver vraiment ce qui va fonctionner pour vous, plus ou moins, comme on dit, le fameux product market fit, il faut y aller, quoi. Il ne faut pas juste se dire, je lance, j'ai communiqué 3 mois sur Instagram, je fais 2 ventes par mois. Non. Ou dans ce cas-là, si vraiment
où vous avez du mal, parce qu'évidemment, c'est pas forcément inné tout ça, et ben, c'est de se faire accompagner. Ouais, tout à fait. Ok, très bien. Super. Est-ce que tu peux nous dire, Lizzie, en quelques chiffres, ce que ça représente, comment tu développes l'activité aujourd'hui, si tu as des équipes et quels sont les futurs projets qui sont prévus. Après, je poserai d'autres questions parce qu'il y en a pas mal. Ouais, bien sûr. Alors, Lizzie, aujourd'hui, en termes de chiffres, on a une communauté de plus de 10 000 clientes fidèles. Donc, c'est plusieurs milliers, dizaines de milliers de commandes, plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par an. Super. Donc voilà, en termes de chiffres, on est vraiment très, très satisfait de ce qu'on a réussi à faire, en tout cas aujourd'hui. Évidemment, l'objectif, c'est d'aller chercher toujours plus. On est sur un marché à plusieurs centaines de millions d'euros, donc on a de quoi aller chercher. Maintenant, en termes de projet, évidemment, c'est de renforcer notre présence sur les réseaux sociaux. C'est de développer surtout cet aspect B2B, parce que nous, nos principaux concurrents, en fait, ils sont en B2B chez les professionnels, donc dans des points de vente physiques, là où on est principalement, nous, sur Internet, et on sait que voilà, sur Internet, il y a plus d'objections d'achat, plus de points de friction, etc. Et surtout, l'acquisition, ça a un coût. Ouais. Donc, l'objectif, évidemment, c'est de développer tout cet aspect-là. En termes d'équipe, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément d'équipe très structurée. On est deux, donc moi et mon conjoint qui avons cofondé du coup la marque. Et on fait appel du coup à des freelances pour différents projets. Mais c'est vrai que là, pour cette année, on va faire nos premiers recrutements. Si tout se passe bien cette année. Super. Et vous avez prévu de faire des recrutements dans quel domaine ? Parce que j'ai le souvenir qu'il y avait déjà une personne qui s'occupait de la logistique. Oui, exactement. En fait, on a quelqu'un qui s'occupe de la logistique, mais bon, c'est de la sous-traitance, donc c'est pas vraiment du recrutement. D'accord. Mais aujourd'hui, en fait, effectivement, on aimerait recruter, alors principalement sur la partie justement commerciale, B2B. Ok, super. Ça, donc c'est un commercial hyper important. Que vous allez recruter. Exactement. Okay. Et on aimerait aussi recruter sur toute la partie, en fait, communication sur les RS, newsletter, mailing, et pourquoi pas aussi pour renforcer l'acquisition, parce qu'aujourd'hui, moi, je gère quasi exclusivement l'acquisition. D'accord, ok. Donc, tu veux recruter une personne qui va gérer la partie com marketing. Exactement. Et tu gérais toi aujourd'hui. Absolument, ouais. D'accord, ok, je comprends très bien. Donc, je serai toujours dessus, mais plus quelqu'un qui viendrait renforcer ce pôle-là. Ouais. Ok, c'est super, c'est très bien. Du coup, ok, donc ça, c'est comment tu développes l'activité. Quoique non, comment tu développes l'activité à ce jour ? Alors, comment on développe l'activité ? Nous, on est principalement en ligne, déjà. Oui. On fait aussi pas mal de partenariats B2B, mais toujours en ligne, dans le sens où, en fait, on travaille quand même avec pas mal de sociétés spécialisées dans la vente privée. On a fait Private Green, on a fait Choose, on a fait Beauté Privée à 2 reprises. D'accord. Donc voilà, on n'hésite surtout pas, en fait, à solliciter, entre guillemets, les gros du secteur. Super. Qui nous retrouvent aussi à travers les différents réseaux sociaux. Donc, on est aussi pas mal sollicité. Donc, ça, c'est un pôle, entre guillemets, de développement. Sinon, on développe surtout l'activité de façon organique, via l'influence et surtout via l'acquisition. Aujourd'hui, du Meta Ads, du Google Ads, c'est quelque chose qui fonctionne encore très, très bien en 2025. D'accord, ok. Donc, toi, tu as choisi de la stratégie où j'ai pas envie de me prendre la tête à faire de l'organique, parce que là, tu as dit organique au lieu de publicité. Alors, on fait aussi un peu d'organique. Ok, ouais, mais tu as dit organique, pardon. Ah, excuse-moi. Tu as dit organique, ok. Pour que les gens comprennent bien, du coup, organique, c'est naturellement. Exactement. Donc, avoir de la communication naturelle sans avoir à dépenser de l'argent. Exactement. Et du coup, publicité via les ads, c'est donc les publicités qu'on paye sur Facebook, Instagram, Google, etc. Exactement, on a Pinterest, on a du Bing Ads, on a TikTok. Ok. On a pas mal de canaux d'acquisition et on peut faire de la publicité sponsorisée. Ouais. C'est quelque chose qui fonctionne très très bien, et moi c'est ce que je vais recommander aujourd'hui pour toutes les personnes qui me disent Jannick, moi je suis pas allée sur les réseaux sociaux, j'aime pas forcément me montrer, je sais pas créer du contenu. La publicité en ligne. Ouais, tout simplement, parce que ça ramène vraiment l'acheteur. On peut identifier quel type de client on veut, quels sont ses centres d'intérêt, quel âge il doit avoir, où il doit habiter, quel revenu même il doit gagner, etc. Et c'est vrai que ça, on se prend pas la tête, quoi. On n'a pas besoin d'être là sur les réseaux, de faire des réels, de danser. Exactement. Après, ça reste quand même une stratégie qui est très bien ficelée. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, les algorithmes, ils sont extrêmement puissants. Si tu fais appel à du Meta Ads pour de l'acquisition en ligne,
il va savoir te ramener l'acheteur, mais après, c'est à toi de le convertir. Donc, ça nécessite quand même d'avoir un produit... Voilà. Et une bonne stratégie aussi. Et une bonne stratégie d'acquisition, que ce soit au niveau du tunnel de conversion. Ouais. Et par la suite, c'est toutes les automatisations qu'il y a derrière. C'est extrêmement important. Donc voilà, il ne faut pas juste se dire, j'ai vu 2-3 tutos sur YouTube, moi je vais lancer ma publicité. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Aujourd'hui, on n'est plus en 2018, ouais. là où on pouvait même vendre des arbres sur Facebook. Carrément des arbres. Ouais, carrément, je t'assure. Non, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. En fait, comme ils connaissent pas, ils maîtrisent pas, ils vont dire ça ne fonctionne pas. Alors qu'en fait, on te ramène ton client. En fait, mais on te met ton client devant toi. Aujourd'hui, il y a des personnes qui dépensent des dizaines de milliers d'euros. Et c'est pour ça que moi je dis, Facebook fait 50% du travail, mais c'est à vous de faire les autres 50%. Exactement. C'est en fait, imaginez que vous avez une boutique physique. Facebook va vous ramener le client dans la boutique, mais c'est à vous de le convertir. Tout à fait. Donc en fait, effectivement, ça nécessite du travail. Effectivement, c'est peut-être une stratégie qui est différente et peut-être plus accessible que l'organique, mais ça nécessite quand même beaucoup de travail. En fait, je pense qu'aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte du potentiel en fait, du marché, déjà de la cosmétique, et surtout du e-commerce. Aujourd'hui, le e-commerce, c'est un business qui est accessible plus ou moins à tout le monde. Exactement. Et ils ne se rendent absolument pas compte des sommes qui peuvent générer par mois sur Internet. C'est hyper conséquent. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, il y a certaines personnes, en fait, en voyant certains tableaux Shopify, qui y croiraient même pas. Mais vraiment. Parfois, ils ont tendance à pas y croire, à dire c'est faux, moi j'y crois pas. Parce que tellement ça dépasse tout entendement de faire autant d'argent. Tu vois. Parce qu'en fait, pour eux, ça doit être dur de gagner de l'argent. Tu vois. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on va travailler en 35 heures pour gagner 2000, 2500, 3000. Donc aujourd'hui, pour eux, c'est pas possible en fait, de générer 15 000 euros de CA en 24 heures. Alors que si. Alors que si, c'est possible. C'est tout à fait possible. Et c'est tout à fait abordable, même si, en fait, aujourd'hui, on commence de zéro. Et c'est ce que tu arrives à faire toi-même avec Lizzie. Donc, c'est tout à fait possible. Et l'objectif, justement, c'est de pouvoir leur donner toutes les clés et les accompagner, eux aussi, pour pouvoir générer, en fait, de super beaux chiffres aujourd'hui avec leur marque. Exactement. Et arrêtez de procrastiner. 2025, ça y est. En fait, ça y est, on lance la marque qu'on a dans la tête depuis des années-lumière. Exactement. C'est souvent ça le problème. C'est ça. Prenez le train en route. Là, le marché est très, très demandeur. Donc, il faut vraiment en profiter et arrêter de procrastiner. Voilà, c'est ça, exactement. On a une idée, on y va. Et puis, on rejoint la formation. Absolument. Donc, du coup, tu viens de répondre parce que la question, c'était peut-on faire du full organique pour se développer aujourd'hui ? Alors, oui, on peut faire du full organique, mais on risque en fait d'arriver à un plafond de verre. Au bout d'un mois, il faudra briser. Et ça, on pourra le briser grâce à la publicité en ligne, très souvent. Moi, c'est vraiment ce que je recommande. L'organique, c'est bien pour tester son produit, pour réussir aussi à faire des ventes gratuitement, parce que du coup, on n'a pas de coût d'acquisition. Donc, c'est hyper intéressant, surtout pour avoir les premiers retours, et parce que dans tous les cas, il faut une présence digitale. Même si on fait de la publicité en ligne, aujourd'hui, les gens, en fait, quand ils vont être targetés par une publicité, donc quand ils vont être visés par une publicité, ils vont avoir tendance à regarder votre profil, votre feed Instagram. Bon, là, je parle en l'occurrence d'Instagram, mais ça peut être TikTok, ça peut être Pinterest. Ils vont regarder vos stories à la une, etc. Les gens, en fait, ils passent pas à l'achat tout de suite, immédiatement, à moins que vous proposez une offre exceptionnelle, la culotte menstruelle à 1 €, par exemple, pendant 24 heures. Enfin, voilà, je caricature un petit peu. Mais voilà, il faut quand même une présence digitale de façon organique, mais c'est pas indispensable si vous faites de la publicité en ligne. Donc oui, pour répondre à ta question, on peut se développer en organique, mais au bout d'un moment, on va atteindre très certainement un plafond de verre. Il faudra briser par la suite. D'accord, ok, super, très bien. Qu'est-ce que tu observes sur le marché des cosmétiques actuellement, en termes de tendance, de marché, d'attente des clients, fournisseurs, etc. Au niveau du marché des cosmétiques, on reste quand même toujours sur cette vague de cosmétiques clean. Cosmétiques clean, naturels, bioéthiques, c'est quelque chose qui marche toujours. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus forcément un élément différenciant. C'est plus un must-have, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre, selon moi, de lancer une marque et qu'elle ne soit pas clean. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui marche toujours sur le marché en termes de tendance. Ce qui va aussi fonctionner, c'est les produits waterless. Ça fonctionne aussi très, très bien. Les produits personnalisés. Aujourd'hui, les gens, ils attendent vraiment, en fait, qu'on leur propose quelque chose, peut-être à partir d'un diagnostic sur le site, avec
un produit qui va vraiment répondre à leurs besoins, à leurs problématiques. Et surtout, en termes de tendance, il y a quelque chose qui revient pas mal, ça va être les formules ultra concentriques, avec des actifs bien précis, tels que les acides hyaluroniques, la niacinamide, je me trompe toujours, ouais, c'est niacinamide, les peptides, etc. C'est des choses qui reviennent pas mal en termes de tendance cosmétique en ce moment. D'autres choses à savoir quand on souhaite se lancer ou développer une marque de cosmétiques? Autre chose à savoir... Sur ce qui se passe sur le marché. Sur ce qui se passe sur le marché. Alors déjà, faut faire de la veille. C'est hyper important de faire la veille concurrentielle. Faut être très connecté, surtout si on décide de vendre en ligne. D'accord. Sur les différentes tendances, sur ce qui se fait en termes aussi de communication. Sur les réseaux sociaux, c'est hyper intéressant d'être toujours à l'écoute, en fait... des concurrents, de ce que font les concurrents. Parce que, encore une fois, aujourd'hui, pour se démarquer sur la cosmétique, moi, j'ai toujours pas forcément inventé quoi que ce soit. Moi, j'ai rien inventé. Faut juste proposer une solution innovante à un problème existant. Mais il faut que la solution soit innovante. Parce que sinon, le client, il a aucun intérêt, le consommateur, il a aucun intérêt à venir acheter chez toi. Surtout qu'il est très certainement déjà client d'une autre marque. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, aujourd'hui, voilà, c'est hyper important de conceptualiser son idée, de trouver un produit gagnant, entre guillemets, en tout cas de faire en sorte que son cosmétique soit un produit gagnant, parce que ce qui va vraiment permettre de se démarquer aujourd'hui, principalement à travers les réseaux sociaux. D'ailleurs, je fais un aparté, c'est ce que tu vas leur apprendre dans la formation. Exactement. Ouais, voilà. On reviendra à la fin de la vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que comprendra le programme de la formation Créer, lancer, développer sa marque de cosmétiques à succès en 2025. Et il y a cette partie-là, trouver le bon produit, le conceptualiser, ne pas lancer juste un truc comme ça pour apporter juste quelque chose sur le marché, parce que sinon, ça n'a pas de sens. L'objectif, voilà, c'est pas de... Encore une fois, on va pas réinventer le marché, mais il faut quand même apporter quelque chose de différenciant. Donc moi, mon objectif, évidemment, pendant la formation, ça va être de vous aider justement à identifier les bénéfices marketing, les aspects différenciants que peut avoir justement votre produit, votre projet. Exactement, ok, super. Donc ça, c'est hyper important, évidemment, de se faire accompagner et évidemment avoir du budget. Ouais, ok. Et pour les entrepreneurs, par exemple, qui ont une marque qu'ils n'arrivent pas à développer, ils peinent... et à un moment donné, ils se disent bon, je suis fatiguée. C'est quoi les petites pistes pour la développer? Bon, là, j'ai compris, c'est que le problème, c'est que parfois, tu avais dit le budget. Ouais, le budget qu'il n'avait pas. Des fois, on n'a pas testé son produit, il n'y a pas forcément de marché, pas forcément de demande. Donc, moi, déjà, pour moi, c'est de revenir sur la genèse du projet et de revenir sur son projet, en fait, vraiment sur le concept. Est-ce qu'on ne peut pas mieux le retravailler? Alors, en fait, où est-ce que ça pêche? Est-ce que c'est le projet qu'on ne comprend pas? Est-ce que c'est le marketing qui est pas bon? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur de faire du marketing, alors que c'est le marketing qui fait vendre. C'est-à-dire, ok, la communication, ça attire, mais c'est le marketing qui convertit. Donc, en fait, est-ce que c'est le marketing qui est pas bon? Est-ce que c'est le projet qui a besoin d'être retravaillé? Est-ce que c'est parce que le marché n'est pas forcément demandeur? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut se poser pas mal de questions, mais il faut reprendre vraiment les bases. Et moi, c'est justement un exercice que je propose très souvent, parce que moi, je vois très souvent en fait, la lumière dans tous les projets. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, en fait, pour moi, tout marche. En fait, si les autres marques, les autres entreprises arrivent à commercialiser, c'est qu'il y a un marché. Donc, pourquoi est-ce que ça ne fonctionnerait pas chez vous? C'est-à-dire que vous devez retravailler peut-être certains éléments. D'accord, ok, super. Et ça aussi, c'est des éléments qu'ils vont pouvoir travailler dans la formation. Absolument. Que tu vas leur apprendre. Ok, c'est super. Alors, malgré les beaux chiffres que fait Lizzie, quand même, 10 000 clientes fidèles, etc., plusieurs centaines de milliers d'euros par an, pourquoi tu as fait le choix, quand même, de poursuivre une activité salariée? Explique-nous. Alors aujourd'hui, pourquoi j'ai une activité salariée? Alors comme je te le disais, voilà, moi j'ai toujours voulu faire plus ou moins carrière dans le domaine des ressources humaines, etc. Donc c'est quelque chose que j'aime faire en parallèle de mon activité avec Lizzie. Faut savoir que quand j'ai lancé Lizzie, comme je te le disais précédemment, en fait j'avais pris un congé de dispo. Donc l'idée dans un premier temps, effectivement, c'était de se dire bon, je prends un congé de dispo, je lance le marché et effectivement, si ça se passe super bien, l'objectif c'était de démissionner par derrière. Bien sûr. Il y a eu le Covid, il y a eu pas mal de choses. Comme je te disais, on a commencé avec un produit, avec un énorme stock, on a quand même eu du mal, entre guillemets, à rentabiliser.
Donc, je me suis dit, OK, on lance le projet, ça se passe quand même super bien, on arrive à vendre les produits, mais en parallèle de ça, selon moi aujourd'hui, je conseillerais pas forcément en fait d'arrêter son activité salariée et se lancer comme ça tête la première, parce que ça demande du temps. Ça demande du temps en fait de tester son idée, ça demande du temps de valider sa preuve de marché, et ça demande aussi beaucoup de budget. Donc nous on a pris du temps en fait justement à trouver ce fameux product market fit. Alors juste le product market fit, je sais pas si à un moment donné on l'a défini, mais en gros c'est le bon produit pour le bon marché. Donc parfois tu peux tester, changer certains trucs, etc. pour que ça épouse vraiment les demandes de la clientèle. C'est tout à fait ça. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ok Janek, tu trouves ton product market fit, c'est super. Donc aujourd'hui, tu sais que ça peut fonctionner, mais tu as aussi cet aspect un petit peu réinvestissement dont tu vas avoir besoin. Et moi, je voulais pas vivre de l'easy. C'est-à-dire qu'en fait, je vivais déjà sur mes économies. Donc, déjà, c'est quelque chose qui est important de souligner. Quand on est en congé de dispo, en fait, on est salarié et non rémunéré. Donc, j'ai pris la décision vraiment de reprendre mon activité salariée parce que du coup, on avait déjà trouvé plus ou moins ce qui fonctionnait avec l'Easy. Donc, ça me permettait en fait de pouvoir continuer à développer l'Easy de façon sereine déjà, parce que du coup, en fait, je pouvais vivre avec mon salaire. D'accord. Donc voilà. Ok. Donc si je reprends bien, toi, tu as décidé d'y retourner parce que c'est vrai qu'il y a eu le temps de latence entre trouver le produit et qu'il épouse le marché. Absolument, ouais. Ça a quand même fonctionné parce que de toutes les façons, tu as vendu le stock, etc. 7500, c'est énorme quand même, vendre autant de produits, donc c'est très bien. Et ensuite, tu t'es dit, bon, c'est vrai que c'est une expérience quand même qui a été marquante pour moi. Absolument. Donc, je préfère pour l'instant continuer à faire développer l'activité, à vivre sur du coup mon salaire salarié pour continuer à développer l'Easy comme tu le fais aussi bien. Donc, non, c'est très bien. Exactement. Et c'est justement ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir développer aussi rapidement l'Easy. Aujourd'hui, on a une gamme qui est quand même assez large. On investit énormément en stock. Et si je devais me rémunérer avec la société, c'est sûr qu'en fait, évidemment, c'est de l'argent que je n'aurais pas pu utiliser pour développer nos activités. Ouais. Donc aujourd'hui, effectivement, je pense avoir trouvé en tout cas un bon équilibre. Pour l'instant, ça fonctionne bien, même si évidemment, ça m'empêche aussi de développer l'activité L'Easy à 100%, mais on a quand même de beaux résultats. Ok, c'est très bien. Et donc, effectivement, toi, tu recommandes pas aux gens de prendre le risque comme ça, de se retrouver à zéro et d'y aller comme ça. Non, toi, tu conseilles de continuer. Exactement. Vraiment. Aujourd'hui, j'ai plus du tout le même discours que j'avais il y a 5 ans. Aujourd'hui, moi, je conseillerais plutôt de continuer son activité salariée et se lancer en parallèle. Pour pouvoir justement ne pas se mettre en difficulté, etc., pouvoir aussi réinvestir dans la société, parce que alors effectivement il y a pas mal de réussites sur les réseaux sociaux, etc., mais faut pas se leurrer. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'arriver et de tout de suite commencer à faire même des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires et de se verser un salaire. Non, moi je conseille vraiment aujourd'hui de poursuivre son activité salariée et en parallèle de lancer son activité, c'est tout à fait possible. Ouais, ok, non, super. Déjà, tu nous le prouves, donc c'est très bien. Ok, super. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'influence marketing ? Est-ce que pour toi, c'est un levier nécessaire pour développer une marque de cosmétiques ? Alors, est-ce que c'est un levier nécessaire ? Alors, peut-être pas. C'est pas indispensable, mais en tout cas, c'est un très bon accélérateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça te permet de tester en fait ton concept et de commencer à faire des ventes très rapidement. C'est-à-dire que tu peux avoir ton stock au 1er janvier et au 5, commencer déjà à faire pas mal de ventes grâce à l'influence marketing. Super. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on entend pas mal de choses. Oui, l'influence, ça marche plus, etc. L'influence, ça marche très bien. Ça marche encore très, très bien. Alors oui, on va plus solliciter les mêmes influenceurs qu'en 2018, 2019, etc. Mais aujourd'hui, on a pas mal d'influenceurs qui ont réussi, déjà qui sont éthiques, qui ont réussi à bâtir de fortes communautés très solides et surtout des communautés de personnes assez jeunes qui n'ont pas connu vraiment les déboires des réseaux sociaux, du dropshipping, etc. Et du coup, en fait, aujourd'hui, qui sont demandeurs justement de tester de nouveaux produits, de nouveaux concepts, etc. et qui sont prêts vraiment à acheter. Donc pour moi, aujourd'hui, l'influence marketing, ça fonctionne toujours. Pour moi, c'est un levier d'acquisition qu'il faut activer et c'est un très, très bon accélérateur.
Ouais, super, très bien. Est-ce que tu peux nous parler des projets de Lizzie, parce que tu as dit donc le recrutement d'un commercial et d'une personne pour la communication. Ouais, la communication. Voilà. Est-ce que tu as d'autres projets pour Lizzie? Alors d'autres projets, de développer encore plus, davantage la gamme, de sortir un petit peu de cet aspect virtuel. J'aimerais pouvoir, pourquoi pas organiser des events en ligne, pourquoi pas des pop-up, aller vraiment à la rencontre en fait de notre clientèle, participer à pas mal d'événements et voilà, principalement c'est les projets qu'on a aujourd'hui. Et évidemment, on espère peut-être dans un futur un peu moins proche s'étendre davantage à l'international. La chance qu'on a aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, c'est qu'on peut toucher en fait une clientèle internationale. C'est-à-dire qu'on ne vend pas forcément qu'en France. Nous, on a de la clientèle vraiment partout. On fait pas mal, en tout cas les pays francophones voisins, Belgique, Suisse, etc. On a vraiment beaucoup de clientèle. On a les clientèles dans les dom-toms, etc. On a les clientèles en Espagne, en Angleterre. Donc, vraiment, l'avantage, en fait, justement, avec une bonne stratégie d'acquisition, c'est qu'en fait, ça nous permet vraiment de toucher des personnes partout. Exact. Donc, effectivement, c'est peut-être plus pousser, justement, cet aspect internationalisation de la marque. Ouais. Ok, non, c'est super. Est-ce que, du coup, j'aimerais bien savoir... pour toi, qu'est-ce qui t'a donné envie, du coup, d'accompagner les entrepreneurs cosmétiques? Est-ce que c'est parce que tu t'es dit je vois trop d'erreurs, c'est une catastrophe, faut arrêter c'est quoi? Alors déjà, pour venir un petit peu justement à l'étape Covid, quand moi mon projet était en stand-by, mon laboratoire était fermé, etc., mais en fait moi j'étais déjà en congé de dispo, donc j'étais à la maison, je savais pas forcément quoi faire. Je me suis dit, je vais créer un compte Instagram et je vais commencer justement à partager mon parcours entrepreneurial. Donc j'ai réussi à rassembler plusieurs centaines de personnes qui me suivent encore activement aujourd'hui. Et en fait, l'accompagnement, ça m'est venu de par des sollicitations, en fait. On m'a dit, Jeannette, j'ai l'impression que tu t'en sors plutôt pas mal dans le développement de ta marque, etc. Est-ce que ça te dirait de m'aider? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'a rien sur le marché. Aujourd'hui, on a des personnes, effectivement, qui vont nous accompagner sur la partie peut-être structuration de projet, recherche de financement, business plan. Mais en fait, une fois qu'on a le produit en main, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que comment on fait pour activer de l'influence, comment on fait pour savoir ce qui fonctionne vraiment sur les réseaux sociaux, comment on fait de la publicité payante, etc. Moi, j'ai toujours été vraiment très, très curieuse de ces différents canaux d'acquisition. Donc, en fait, ça m'est venu en fait, de sollicitations. Donc, en fait, j'ai commencé par créer un premier bootcamp, j'appelle ça comme ça. C'était il y a à peu près... c'était en 2021, je crois. D'accord. Non, 2022, juste avant la naissance de ma fille. D'accord. Et en fait, suite à ça, j'ai réussi à fidéliser des gens, des clients que je continue en fait à suivre encore aujourd'hui activement, que ce soit sur leur stratégie globale ou même sur leur stratégie d'acquisition. Donc aujourd'hui, je gère déjà l'acquisition en ads de Lizzie, mais aussi d'autres marques. D'accord, ok, super. Il y a d'autres choses qui t'ont motivé aussi à... effectivement, le fait d'avoir été sollicité pas mal, et le fait aussi qu'il n'y ait pas grand-chose sur le marché, on ne va pas se mentir. Sur la partie cosmétique, quand tu regardes des formations vraiment spécifiquement cosmétiques, alors que c'est un métier, quoi. Exactement, la cosmétique, c'est un métier, et surtout que nous, on dépasse en fait cette phase de formulation. C'est-à-dire qu'en fait, l'accompagnement, il ne s'arrête pas juste à quand tu sors le produit. Sortir le produit, c'est super, mais c'est là, en fait, où tu arrives dans la jungle et qu'il faut se battre, tu vois. C'est là où il faut justement faire sa place, et en fait, une fois qu'on a notre produit, qu'on arrive sur le marché, on n'a personne pour nous accompagner. Et même, regarde, certes, il y a un accompagnement sur la partie business plan, etc. Mais il y en a beaucoup aussi qui ne savent pas sur toute la partie, réglementaire, formulation, comment ça se passe, comment on choisit un bon labo. Il y a plein d'aspects techniques que les gens ne savent pas. Et après, c'est pour ça, déjà, on perd du temps, on fait des erreurs. Exactement. Et au moins, toi, tu permets de faire gagner du temps. C'est ça. Donc, l'objectif, vraiment, c'est de faire gagner du temps. Et surtout parce que j'en avais marre aussi de voir des entrepreneurs qui faisaient pas mal d'erreurs. Et surtout, voir des projets, en fait, qui étaient avortés très tôt, alors qu'en fait, il y avait énormément de potentiel. Je me suis donné un petit peu cette mission d'accompagner les entrepreneurs à développer leur marque de cosmétiques. Non, c'est super, c'est super. Du coup, on va conclure avec la formation cosmétique. Parce que donc du 23 au 29 juin,
Ouais. Il y a la formation pour créer, lancer et développer son entreprise. Donc, aussi bien pour des porteurs de projets qui veulent lancer une entreprise de cosmétiques avec un aspect donc conception-production. Donc, je veux créer, je veux formuler. Que pour ceux qui veulent le faire sur marque blanche, comme on l'a expliqué. Absolument. Donc, ça existe déjà. On met juste sa marque sur le produit. Pour les entrepreneurs aussi qui ont une activité cosmétique mais qui n'arrivent pas à développer. Donc, toi, tu proposes de retravailler déjà, de faire un audit, quoi, de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Et puis, si ça ne fonctionne pas parce que les fondations sont tout simplement pas bonnes, et bah, du coup, retravaille cet aspect. Ça ne fonctionne pas parce que toute la partie marketing, stratégie, communication, on la maîtrise pas. Retravaille aussi cette partie-là, ça c'est important. C'est une formation qui va durer donc sur 1 semaine et l'avantage c'est que vous allez être entouré d'autres personnes dans le domaine de cosmétiques. Donc Exactement. ça évite de se sentir seul. Absolument. Vous allez surtout avoir une baronne des cosmétiques. Et une expert marketing, évidemment. Qui va vous accompagner parce que c'est bien, enfin, comme on dit, un homme sage, c'est quelqu'un qui sait regarder les autres, les erreurs que les autres ont faites et ne pas les reproduire. Donc déjà, ça va permettre d'aller beaucoup plus vite. Donc ça, c'est très bien. Et puis moi, sur toute la partie, effectivement, marketing, business plan, recherche de financement aussi. Parce que ça aussi, pour certains qui n'ont pas forcément d'argent de côté, c'est pas un frein, on peut rechercher des financements. Parce qu'en France, il y en a beaucoup qui sont à disposition. Et il y aura aussi, à la fin de cet accompagnement-là, déjà 3 mois de suivi. Donc, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas qu'aux 1 semaine, parce que le temps d'engranger toutes les informations qui ont été données, etc., on vous accompagne pendant 3 mois pour continuer justement le process. Et enfin, il y aura un dîner qui est prévu justement avec tous les participants de la formation. Donc ça va être très bien aussi. Et puis, vous allez aussi avoir un petit bonus sur toute la partie, en fait, un peu finance, comptabilité, où vous allez du coup faire un prévisionnel, compte de résultats, etc., apprendre toute cette partie-là un peu comptabilité. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Je ne sais pas si j'ai oublié des trucs sur la formation. Ouais, on va leur apprendre aussi justement comment activer les leviers d'acquisition. Ouais, donc voilà, vous n'aurez pas besoin d'apprendre à danser sur TikTok. Ne vous inquiétez pas, on a pas mal de secrets. Ouais. Donc voilà, sinon effectivement. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, c'est ça. Non, c'est une formation très complète. Je vais mettre le lien et le programme avec tout le programme en dessous. Donc il y a aussi bien la partie vraiment construction d'une marque forte que la partie développement d'une marque forte, ainsi que la partie technique, réglementation, laboratoire et tout ça. Donc je pense qu'on a tout dit, c'est une formation très complète, tout simplement. Hyper complète, en tout cas on a hâte. On espère qu'ils seront nombreux et nombreuses parce qu'on a hâte de voir vraiment des marques de cosmétiques exceller sur le marché. Exactement. Il y a vraiment énormément de choses à faire. Exactement, et c'est une formation finançable par divers leviers de financement français. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup, Jeannette, d'avoir été là. Pour cet échange. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Et puis, je vous dis à très vite. Bye.